Ricard. Bonjour, donc je suis Bruno Ricard, je représente effectivement la presse quotidienne régionale au travers de 366, mais pas seulement, puisque la régie s'étend et va encore s'étendre au cours de l'année. On représente également les télévisions locales et tous les assets digitaux de la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire aussi le digital, la vidéo ou les podcasts. Donc effectivement, quand on a vu le thème qui a été donné par Thomas Jamet, donc sur le funnel et ce twist sur est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il faut le célébrer, on a eu un réflexe assez simple. En fait, on s'est dit qu'en 2017, et je crois que c'était à l'occasion du premier Retail Morning auquel on participait, on avait mené une étude qui s'appelait Shopping List, qui faisait effectivement à l'époque la part entre les achats en ligne et les achats en magasin. Et c'est vrai qu'on était au début de la consolidation du e-commerce et que c'était une question qui se posait assez fortement sur la partition qu'il pouvait y avoir dans le marché entre ces deux univers ou ces deux canaux d'achat. Et donc pour faire le point sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, on a fait quelque chose d'assez simple. On s'est dit qu'on allait prendre cette étude de 2017, on allait la réactualiser, enfin la remettre sur notre panel à l'identique. Et on s'est dit qu'avec cette vision sur 2022, on ferait quelque chose de très simple qui consistait à regarder si les choses avaient changé, si les canaux étaient privilégiés de façon différente et quels étaient les différents drivers qui amenaient à un canal d'achat ou à l'autre. Alors c'est vrai que sur les 2 dernières années, quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a tous vécu ces événements comme tout à fait impondérables, comme des choses extrêmement fortes. Le rapport au travail a beaucoup changé, le rapport à la consommation a beaucoup changé, le rapport au digital a beaucoup changé. On voit que par exemple 25% des Français ont réalisé leurs courses alimentaires sur le web pour la première fois en 2020, donc c'était le démarrage de quelque chose, et que plus 42%, ça a représenté la hausse de l'e-commerce dans les GSA, principalement appuyé sur le drive. Donc il y a des choses qui se sont passées au niveau des comportements qui ont été extrêmement fortes, et l'idée c'était de regarder s'il y avait une pérennité dans ces changements de comportement. Et puis il y a autre chose qui s'est passé, qui est la notion d'arbitrage qui est devenue clé. C'est-à-dire qu'à la faveur de tous ces bouleversements et des événements qui ont marqué l'ensemble de la société, on voit que les consommateurs ont changé et que notamment ils ont beaucoup arbitré leur consommation. Aujourd'hui, ils intègrent beaucoup des insights comme la santé, l'écologie de façon majeure. Le pouvoir d'achat, relativement récemment, est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et quand on demande aux Français qu'est-ce qu'ils attendent prioritairement des entreprises et des marques aujourd'hui, eh ben, ils disent en premier qu'elles s'appuient sur des fournisseurs locaux et des circuits courts, en deuxième qu'elles relocalisent leur production en France. Et on a vu qu'à la faveur des différents confinements, on a constaté à quel point on n'était plus autonome en termes de production en France, et ça a vraiment marqué l'esprit des Français. Et en 3, qu'elles fassent en priorité des prix bas, ce dernier item étant en train de remonter assez fortement. Donc voilà, on a fait des choses qui consistent à poser des questions composées en 2017, en 2022. Donc c'est assez simple, assez basique. La première chose qu'on a regardé, c'est est-ce que quand on leur pose la question, les Français déclarent acheter toujours au magasin, toujours sur Internet, majoritairement sur Internet ou majoritairement en magasin, et ça selon les secteurs de produits. Et ce qu'on voit est dans un premier temps relativement étonnant, un petit peu décevant quelque part, c'est-à-dire que finalement les grandes masses, elles n'ont pas beaucoup changé. Ce qu'on voit, c'est que par exemple en ce qui concerne les GSA notamment, on a 63% des Français qui achètent toujours en magasin, et ça a relativement peu changé. C'est un peu moins, c'était 66% en 2017, mais ça a relativement peu changé. En revanche, on voit des choses qui se passent de façon plus fine et qui sont quand même très importantes. Quand on regarde les comportements d'achat toujours sur Internet, en ce qui concerne les biens d'équipement et les produits personnels, on est certes sur des niveaux qui sont encore relativement marginaux si on considère les grandes masses, mais en termes d'évolution, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 à 12 pour les biens d'équipement, de 4 à 14, donc x3, plus que x3, toujours sur Internet pour les produits personnels. Et on voit que sur les populations qui consomment majoritairement sur Internet aujourd'hui, ça bouge un peu, mais ça bouge toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de canal d'achat qui va vers Internet, d'achat final qui se passe sur Internet. Alors, le purchase funnel, c'est pas seulement ce qui se passe à la fin à la fin de l'achat. Donc ça, je vais passer parce que c'est finalement pas très structurant par rapport à la présentation. Et puis j'ai été un peu raccourci au dernier moment, donc je vais essayer d'aller au plus intéressant.
il n'y a pas que l'achat final, il y a aussi comment est-ce qu'on construit son achat. Et c'est vrai que les questions qu'on se posait en 2017, c'était est-ce que on va sur Internet avant d'acheter en magasin, ou est-ce qu'à l'inverse, on va checker en magasin et finalement on va faire son achat sur Internet pour des raisons de bonnes affaires notamment. Et donc il y a cette idée, cet acronyme du ROPO qui est apparu, le Research Online ou Offline et Purchase Online ou Offline. Et on voit qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'entre 2017 et 2022, tout a progressé. Qu'il s'agisse des produits courants, des biens d'équipement ou des produits personnels, que ce soit le magasin avant et le online après, ou le online avant et le magasin après, ça progresse quoi qu'il arrive, et ça progresse particulièrement sur les produits d'achat courant, donc notamment sur les grandes surfaces alimentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là qu'on avait introduit, on a introduit en 2022 une question qui est un peu plus twistée, c'est l'avènement du ROCOPO, c'est-à-dire le Research Online, Check Offline et Purchase Online, c'est-à-dire que en fait on a une espèce d'interpénétration de l'ensemble des modes d'achat et des modes d'information qui font que finalement aujourd'hui on a entre la moitié et les 2/3 des Français qui fonctionnent de façon alternative entre le magasin et le online, puis le magasin, puis le online, et que tout ça est extrêmement mélangé, et que donc on n'a plus cette opposition qu'on faisait en 2017 entre les adeptes du magasin et les adeptes du online. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est très fortement nouveau par rapport à la situation qu'on connaissait avant, et ça influe évidemment sur ce qu'on peut appeler le funnel ou le consumer journey. Alors, on s'est posé trois questions sur l'explication finalement de ce positionnement respectif du online et du offline. La première question qu'on s'est posée, c'est finalement quelle image les consommateurs se font d'un mode d'achat par rapport à un autre mode d'achat. Alors, première chose qui apparaît, c'est que dans les grandes masses, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que globalement, le online, c'est encore le domaine du rationnel et du pratique. C'est là où on trouve plus de comparatifs, là où c'est plus rapide, là où c'est plus pratique, là où c'est plus bon marché également, et on va y revenir. Alors que le offline, c'est-à-dire les magasins, c'est l'univers plutôt de l'émotionnel, plutôt l'univers de l'agrément. C'est là où on a des parcours d'achat plus agréables, là où on a plus de tentations, et c'est aussi là où on a le plus de conseils. Donc dans les grandes masses, ça a relativement peu bougé, c'est-à-dire qu'on a toujours cette opposition entre les deux modes, mais en évolution, on voit que là encore, on a des choses qui se passent qui sont assez importantes, c'est-à-dire qu'on a des gains de points assez importants, notamment sur ce qui se passe sur le online, qui challenge de plus en plus le magasin sur ces critères de l'émotion, des tentations, de l'agrément, des conseils, qu'on trouve maintenant aussi beaucoup online. Et ce qu'on peut voir également, c'est que sur la partie rationnelle de l'abord de ces deux canaux, on voit qu'on a toujours une prééminence du online sur tout ce qui concerne les comparatifs et l'aspect pratique des achats. En revanche, et c'est intéressant, il y a une espèce de maturation qui se fait, et on est de moins en moins sur l'aspect bon marché, c'est-à-dire que on ne va pas rechercher ce qui était assez majeur avant sur le online, que les bons prix, que les bonnes affaires, et qu'en revanche, le physique reprend un peu de poil de la bête sur cet item-là. On est passé de 40 à 43, donc on a un gain de 3 points qui est aussi assez intéressant. Deuxième chose qu'on a regardé, c'est quelles sont les raisons de choix entre le online et le offline. C'est-à-dire c'est plus un jugement générique sur les deux modes d'achat, mais c'est pourquoi on va vers l'un, pourquoi on va vers l'autre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà du caractère pratique qui est attribué à chaque canal de façon assez rationnelle sur l'offre proposée ou pour le physique ou l'accessibilité du site à toute heure pour le online, ce qui est assez évident. Il y a quelque chose qui apparaît qui est du domaine psychologique ou anthropologique, on ne sait pas exactement encore comment le définir, mais sur la notion de confiance, il y a encore 31% des gens qui font confiance au magasin, et c'est pour ça qu'ils y vont. Ils ont confiance dans le magasin, pour seulement 18% sur la confiance accordée à l'enseigne online. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant quand même, qui est le fait de voir que cet item de la confiance, alors que ce sont les mêmes enseignes qu'on va trouver très souvent sur le online et sur le offline, il est très différent, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans le physique, qui est du domaine de la proximité et de la familiarité, qui est encore un driver très puissant pour le magasin. Et puis la dernière chose qu'on a regardé, c'est les points de contact et les opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va vers l'achat en magasin ou on va vers l'achat en ligne. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses qui se passent qui sont très majeures et qui sont de même nature
à la fois pour le online et pour le offline. C'est-à-dire que, en fait, la notion de promo et de prix est moins un déclencheur aujourd'hui d'achat sur le online et le offline, mais particulièrement sur le online. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir la capacité d'acheter en promotion ou à petit prix, c'est un driver qui s'est considérablement amoindri en 2022 par rapport à 2017 sur le online. On est passé de 51 à 38%. Et pour le offline, c'est aussi un peu altéré, c'est-à-dire qu'on est passé de 55 à 60%. Et donc cet item du prix, finalement, est un peu moins un driver important pour aller vers ces canaux d'achat. Autre chose qui est important, c'est l'habitude. On a coutume de dire que, notamment en physique, l'habitude est quelque chose de très structurant. Ça reste quelque chose de très structurant, mais quelque chose qui est là aussi relativement fortement altéré, puisqu'on a perdu quasiment 10 points sur l'habitude de fréquentation du magasin comme raison principale pour s'y rendre. Et c'est également le cas pour le online, c'est-à-dire que là aussi les habitudes sont battues en brèche et l'abondance probablement de l'offre fait qu'on est beaucoup moins sur des comportements récurrents. Le conseil de l'entourage, très peu de changements. Le marketing direct, très peu de changements. En revanche, et c'est un élément important, il y a une remontée assez forte, que ce soit pour le online et que ce soit pour le offline, de l'argument média, c'est-à-dire c'est dans les médias qu'on va trouver des raisons de se rendre online ou offline. Et c'est évidemment quelque chose qui nous interpelle en tant que média. Et par rapport au panorama qu'on vient de dérouler, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus un consommateur qui aurait des parcours essentiellement en ligne et un consommateur qui aurait des parcours essentiellement en physique pour des raisons d'incompatibilité entre l'un et l'autre. C'est vraiment des parcours qui sont extrêmement mêlés. Et là-dedans, parce que finalement les choix et les opportunités sont encore plus multiples par rapport à ce qu'elles étaient avant, le média joue un rôle encore plus central. Et donc ça nous amène, et je pense que ça a été un peu dit au fur et à mesure de cette matinée, à reparler du funnel et à reparler du haut du funnel. On a vérifié sur une dernière question dans cette étude, enfin il y en a beaucoup d'autres qu'on vous présentera évidemment si vous le souhaitez, quelles étaient les valeurs de marque et les critères de considération des enseignes, qu'elles soient online ou offline. Ici je vous ai sorti l'exemple des GSA, donc des grandes surfaces alimentaires. Et les valeurs de considération d'une enseigne alimentaire en 2022, c'est une enseigne d'abord dans laquelle j'ai confiance. On a vu tout à l'heure que la confiance, ça s'exerçait très différemment entre le online et le offline. Ici, très clairement, pour juger des enseignes, qu'elles soient présentes en ligne ou en physique, la confiance est un critère extrêmement déterminant. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très important dans la construction de la communication. Juste une chose pour terminer, on voit dans notre base de données, puisqu'on a un panel de 60 000 internautes sur lequel on fait énormément de post-tests, on fait environ 150 post-tests par an. Ici, donc, on a repris toute la base de nos post-tests sur la grande distribution, ça représente plus de 400 000 interviews entre juin 2015 et février 2022, et on voit que on a isolé toutes les campagnes qui développent l'item de la confiance après exposition, et on voit que globalement, ces campagnes, elles génèrent davantage de reconnaissance, davantage d'attribution, davantage de persuasion à court et à long terme, et surtout davantage d'intention d'achat. Il y a un gap de 7 points entre les campagnes qui créent de la confiance et celles qui n'en créent pas sur les intentions d'achat. Donc c'est réellement dans cette exploration du haut du funnel quelque chose d'extrêmement déterminant de savoir générer de la confiance. Donc ça nous amène à notre conclusion. Aujourd'hui, après ces 2 années très exceptionnelles qu'ont vu le développement des usages et également le développement des arbitrages de consommation dans l'esprit des Français, on a sur ce haut de funnel qui concerne la communication des enseignes dans la grande distribution, d'abord un certain nombre d'injonctions qui sont extrêmement importantes, qui sont portées par les consommateurs, qui sont que les circuits de distribution doivent aller vers toujours plus d'omnicanalité par rapport aux attentes des clients, que les offres produits doivent être très alignées sur les envies des Français d'avoir un accord avec les producteurs locaux et la gestion des circuits courts. Aussi sur le fait que les entreprises doivent avoir des pratiques RSE extrêmement déterminées, sincères et vérifiables, et dans leur communication, qu'elles doivent alterner entre toutes ces communications prix promo et RSE, ce qui veut dire que dans les enjeux qui sont derrière cette notion de la confiance envers les enseignes du retail, il faut recréer du lien, y compris online. On a vu que la confiance était un élément important et encore assez bas sur le online.
être crédible et ne pas tomber dans le purpose washing et travailler la différenciation pour éviter le rapprochement des positionnements. C'est évidemment un enjeu qui est extrêmement important au moment où les consommateurs regardent de façon très précise, notamment les communications RSE, pour ne pas se laisser prendre à ces communications purpose washing. Il faut évidemment être extrêmement pertinent et créer de la différence crédible. Merci beaucoup Bruno. Puisque je t'ai volé 2 minutes, je te les rends peut-être rapidement. Quel a été le constat d'étonnement? En tout cas, est-ce que vous avez été surpris par les résultats de cette étude 5 ans plus tard? En fait, là où ça nous a beaucoup surpris, c'est que finalement, dans les grandes masses, l'organisation du commerce n'a pas été bouleversée. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que beaucoup des usages qui étaient des usages un peu réservés en 2017, c'est-à-dire les usages plutôt des Français qui étaient en avance, des catégories jeunes, etc., sont aujourd'hui extrêmement présents dans toutes les couches de la population, mais que pour autant, voilà, le magasin, notamment pour ce qui concerne la grande surface alimentaire, reste très présent, et même si le drive s'est beaucoup développé, tous ces comportements qui sont des comportements nouveaux sont des comportements qui sont extrêmement mixés avec des comportements anciens. Il n'y a plus cette idée qu'on va toujours faire la même chose au même endroit. Mais en fait, toutes les possibilités sont ouvertes et il y a un moyen de toucher les consommateurs et tous les consommateurs à la fois sur le online et sur le offline. Et je pense que c'est ce qui milite aussi en faveur de cette redécouverte du haut de funnel. C'est-à-dire que comme les consommateurs sont partout, il faut savoir à quels endroits, à quels grands carrefours on peut les toucher. Merci beaucoup pour cette synthèse. Et merci d'avoir renouvelé votre travail là, sur ce sujet.